Fils d'Abraham, en fait, j'ai écrit un texte quand j'ai commencé à faire du slam qui s'appelait Fils d'Abraham. C'est un appel à la paix entre juifs et arabo-musulmans. Et il m'a valu un certain succès sur les scènes slam, que ce soit du côté juif ou du côté, même du côté arabe. J'étais reconnu pour ce texte-là. Il était très aimé. Et moi, je me sens fils d'Abraham, c'est-à-dire enfant. Abraham a en même temps un enfant qui s'appelle Ismaël, qui est le père des Arabes. Et en même temps, il a Isaac, qui est le père des Juifs. Donc les musulmans et les Juifs se rattachent à Abraham. Et moi, je suis le fils caché entre les deux, fils d'Abraham. Like the tube, you raise your children like the tube, you even think like the tube. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. Right in the middle of this sentence I'm speaking to you now. Turn them off. Bonjour Cyril, Bonjour. je te reçois suite à la parution de ton premier livre, Fils d'Abraham, la quête inaboutie d'un juif devenu musulman. Donc c'est pour moi un grand plaisir de te recevoir ici. Et pour moi, un plaisir d'être là. Donc on va retracer ton histoire qui t'a conduit à l'écriture de ce livre, si nécessaire a priori. J'ai lu ton livre et il est bouleversant et il m'a ému à plusieurs reprises. Et c'est très courageux de ta part que de te livrer ainsi, de raconter ton parcours qui t'a amené à une conversion et à une fracture personnelle. Merci. Alors je te présente Cyril, tu as 38 ans. Oui, Aujourd'hui tu es formateur, coach en Ouais. art oratoire. oui, Donc tu formes énormément de personnes à s'exprimer en public. oui, tout à fait. Tu t'es dit, il faut que j'écrive un livre. Oui. Tu peux nous raconter cette nécessité qui t'a conduit à écrire ce livre? Il y a 3 événements déclencheurs, on va dire, 3 détonateurs. Le premier, c'est le 7 octobre. Une rupture avec mes parents. On se parle pas trop après le 7 octobre en raison de nos différences de position. Mes parents ne parlent plus, ça me questionne, je me dis mais comment on en est arrivé là, à une telle fracture? On était une famille laïque, athée, et on a des positions radicalement différentes aujourd'hui. Là, le deuxième détonateur, c'était le travail. Je suis passé de salarié à entrepreneur. En tant que salarié, je voyais mon directeur, je voyais plein de monde où je travaillais au centre social à Romainville. Tout d'un coup, je me retrouve seul chez moi. Et c'est un moment où j'ai perdu des amis aussi. Sentiment de solitude vis-à-vis de la famille, sentiment de solitude vis-à-vis du travail, des amis. Je suis un peu perturbé, je suis seul chez moi, je tourne en rond. Je ressens le besoin d'écrire. Mais moi, à côté de ça, j'accompagne des gens aussi à écrire leur histoire, leur livre. Je ne le fais pas officiellement, mais il y a des gens qui me demandent et j'ai un certain talent pour ça. Et je me rappelle, je suis avec une dame assez âgée et j'essaie de lui expliquer que si elle veut écrire un livre, il faut un fil directeur. On ne peut pas tout raconter. Et je me prends comme exemple. Je lui dis, si je te dis, avant j'étais hyper sensible, j'avais pas confiance en moi, et aujourd'hui, j'accompagne les gens à s'exprimer en public. Il y a un changement, il y a une transformation qui peut être intéressant pour les gens. Elle cogite, elle comprend pas encore, enfin pas très bien, elle pense. Et là, je sors la deuxième cartouche, je lui dis, je vais te dire un truc de fou. Avant, j'étais juif, je suis devenu musulman, imagine si je le raconte. Et là, elle ouvre les yeux, en plus, elle me connaît bien, elle est chrétienne, croyante et pratiquante, et là, je prends conscience que je tiens un truc. 3 événements déclencheurs, et je me mets à écrire juste après. En plus, on m'envoie des articles qui disent qu'il faut écrire 8 heures par jour, c'est dur d'écrire, mais ça me fait du bien. Et puis on me dit, je connais quelqu'un, une amie à moi qui s'appelle Soraya, qui me dit, je connais quelqu'un qui est palestinienne et qui accompagne les gens à écrire leurs livres, qui a un master en édition. Je vais sur son Instagram, je prends rendez-vous avec elle, elle me dit ses prix, comment elle accompagne. Une semaine ou 2 après, je l'appelle et je lui dis, on y va. Et à partir du moment où j'ai payé, et avec elle, j'ai été jusqu'au bout. Et pour moi, c'était un signe. Une Palestinienne qui va m'accompagner à écrire mon livre. Ça y est, c'est écrit, il faut que j'y aille. Et je me suis plus arrêté. Je me suis pas arrêté pendant 10 mois. Justement, j'ai une petite surprise pour toi Ouais, concernant cette personne qui t'a aidé à ouais. écrire le livre. Salam Cyril, j'espère que ça t'a manqué, parce que tu as dû l'entendre tellement de fois de février à novembre 2024. Et tu sais,
Ça me manque les messages à 5 heures du matin pour que tu me dises, voilà, ça fait 2 heures que j'ai travaillé sur tel chapitre. Et les galères qu'il y avait entre les citations, les sources, les phrases qu'on veut changer pour faire en sorte que ça soit poignant, que ça te ressemble, que si, cela. Et en fait, c'est une aventure tellement humaine, tellement enrichissante, que là, que le livre, il est lu par beaucoup de personnes, je me dis que moi, j'ai eu le privilège de voir tout le processus de naissance de ce livre, ce merveilleux livre, mais encore plus de t'avoir connu à travers ce projet. Et c'est encore plus fou les résonances qu'il y a entre ton histoire et la mienne. Peut-être qu'un jour, je te raconterai encore plus. Comme la fois où je t'ai dit que j'ai perdu un ami juif à un moment donné, après le 7 octobre. Toi, tu as eu des frictions avec ta famille. Et encore, c'est un euphémisme. Et puis, le destin nous a réunis, toi et moi, dans ce pays, alors que il y a tellement de différences en même temps, parce que, a priori, t'es un côté de la médaille et moi de l'autre. En tout cas, ce petit message pour te dire que c'était un énorme plaisir de t'accompagner et que je me sens vraiment, mais vraiment privilégiée. Bah merci, c'est très touchant. Non, mais c'était exact, c'était une aventure parce que donc elle m'a accompagné et tous les jours je lui écrivais. Et moi je suis un mec speed, je veux parfois que le résultat il soit là, je stresse, j'envoie des messages. Donc tous les jours on était en communication. Je crois qu'elle a jamais vu ça d'ailleurs. C'est pas j'écrivais 1 heure ou deux, ça pouvait être 3-4 heures par jour, c'était obsessionnel. J'avais même peur de mourir avant que le livre sorte. Et c'est devenu une amie, je l'ai beaucoup aidée aussi à côté. On s'est soutenus l'un l'autre. Et j'aimerais beaucoup qu'elle réussisse davantage maintenant et qu'elle soit plus connue. Et ça me touche beaucoup, ouais. C'est dingue cette rencontre quand même. C'est incroyable. Mais c'est le destin, quand quelque chose est fait pour toi, l'univers ou Dieu, appelle-le comme tu veux, communique avec toi. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand c'est pas fait pour toi, tu vois que toutes les portes se ferment. Puis quand c'est écrit pour toi, tu sais pas pourquoi, tout se met en mouvement pour t'accompagner dans la bonne direction. Donc moi, je l'ai pris comme un signe. Incroyable. Il y avait une chance sur je sais pas combien que je la rencontre, qu'on fasse ça ensemble. Puis après, elle est venue à Lève ta voix, elle a fait Conte de vie aussi, donc on a créé un lien. Moi, j'aime bien quand c'est familial. Je peux pas travailler avec quelqu'un si c'est trop professionnel et froid et distant. Et avec elle, non, c'était top. Tu parles de signes. Ça veut dire que tu es vraiment à l'écoute de tes sens, de qui tu es, de ce qu'il y a autour de toi. Donc oui, tu es un hypersensible et d'ailleurs tu le dis. Durant ton enfance, tu t'échappes souvent parce que l'école, ça va pas. Ouais. Bon, aujourd'hui, je sais que je suis TDAH et hypersensible. J'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à écouter. J'ai des problèmes de psychomotricité. À l'école, j'ai des mauvaises notes. Je suis agité, j'arrive pas à gérer mon énergie. Je me bagarre souvent. Je fais le clown en classe. Donc je suis puni. C'est long, c'est lourd. Il y a des psychothérapeutes, enfin des psychomotriciens. Il y a une dame qui venait me chercher pour m'emmener voir la psychomotricienne, l'orthophoniste, la psychologue au CMPP, régulièrement en voiture. Et quand tu as des mauvaises notes, bah, ça te renvoie une mauvaise image de toi-même. Et tu vois tes parents paniquer, essayer de te faire la morale, faire des cours privés, mais rien n'y fait. Mauvaise note sur mauvaise note. Et je me fais remarquer par mon mauvais comportement. Et ouais, à l'école, c'était une souffrance jusqu'à de 0 à 16 ans, quoi. Après, à 16 ans, je m'ai fait en massacre et je sors de là. Enfin. Parce que 8 heures assis sur une chaise, quand tu as des problèmes de concentration, quand tu es agité, c'est une torture. Écouter des choses qui ne t'intéressent pas. Moi, j'ai toujours admiré les gens qui arrivent à écouter des cours sans être intéressés. Mais vraiment, c'est incroyable pour moi. Et même aujourd'hui, tu me donnes un travail, il y a une réunion, ça ne m'intéresse pas, j'arrive pas à écouter. C'est trop lent, j'arrive pas à écouter. J'y arrivais pas. Mais c'est derrière moi, c'est fini. Et puis, je me suis adapté, j'ai essayé de faire des choses en classe, parce que j'ai écrit aussi en classe pour passer le temps. Et j'ai envie de dire aux parents aujourd'hui, allez-vous d'abord voir le psychologue, peut-être que votre enfant sera mieux, quoi, que d'essayer à tout prix de le rentrer dans une case. C'est pas grave s'il n'est pas bon à l'école, il trouvera son chemin autrement. On n'est pas tous faits pour l'école. Bon, ma fille, si elle a des mauvaises notes, je panique pas, je l'aide, je soutiens, c'est important, mais j'en fais pas une religion non plus, quoi. Justement, la religion, comment c'était pour toi? Toi, au milieu de ces traditions et de cette religion? Bah, tu sais que tu es juif, mais c'est plus ethnique que cultuel.
T'appartiens à un clan, quoi. On est les juifs, on est le peuple juif. Mais religieusement, à part le kasher à la maison, qui rappelait qu'on était juif, il n'y avait rien. C'est mon frère qui a ramené la religion à la maison après. Et ce qui est étonnant, c'est que mon père, par exemple, même ma mère, je les ai jamais vus s'intéresser au judaïsme. Comme si que le judaïsme était passé par-dessus eux. Pas une prière, pas un intérêt, pas une connaissance. Je ne sais même pas si mon père il a une connaissance. Pourtant, son grand-père était rabbin. Je donne des clés d'explication à la fin du livre. Dans le chapitre Secret de famille, il y a peut-être un truc avec ça. Mais je le voyais comme un Français sans lettres, parce qu'il est toujours attaché à la Tunisie, Tunisien sans lettres, Juif sans lettres, Israélien sans lettres. On faisait un peu Shabbat après, c'était pareil, c'était culturel. Un Juif orthodoxe, s'il nous voit faire Shabbat, il dit, vous êtes à côté de vos pompes, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. On faisait Shabbat. Par contre, mes parents ils m'ont inscrit au Talmud Torah pour que je passe ma bar mitzvah. Donc ça, c'est étonnant, ils y tenaient à ça. Tous les dimanches, j'allais prendre des cours, mais j'aimais pas du tout. C'est l'école qui se poursuit le week-end. Puis tu arrives là-bas, tu es dans un univers très différent. Moi, je suis avec des Noirs, des Arabes, des Français. C'est un univers judéo-centré, très religieux. Et déjà, je vois que la religion, c'est de la restriction, c'est dur, c'est violent. Les histoires des prophètes, les malheurs des peuples juifs. Il y a plein de choses qu'on doit faire, pas faire. C'est lourd tout ça pour moi. J'ai pas envie en fait de ça. Je suis dernier de la classe, ma sœur est première. Ma sœur jumelle a toujours été forte. C'est étouffant. Et puis, par contre, ma bar mitzvah à 13 ans se passe plutôt bien. J'ai bien aimé le discours que j'ai fait, qui m'a été écrit par un rabbin. J'ai eu du mal à apprendre ce qu'on appelle la paracha, le passage de la Torah qu'on doit réciter pour valider sa bar mitzvah. La fête, j'ai pas trop aimé, trop excessif, trop de danse, j'aime pas danser. Et ouais, j'en retiens pas grand-chose de ça, juste que c'était assez étouffant. Certains moments, j'aimais bien quand on était en famille, certains Shabbats, j'ai quand même quelques bons souvenirs, on va dire. Mais en dehors de ça, ça m'a jamais parlé, jamais touché. Et à chaque fois que j'étais avec des juifs, je me sentais mal, comme pas chez moi. J'appartiens pas à ce groupe-là. Il y a un truc qui va pas. L'école juive en 4e, j'étais en dépression au début. Je grandis dans un quartier, et j'arrive avec des Hanouna Michael Youn, Gad Elmaleh. Je comprends pas du tout cette ambiance. J'ai connu après l'ambiance séfarade. Mais au départ, je suis un ovni, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Pendant peut-être 2, 3 ou 4 mois, je suis seul dans la cour de récréation, je m'assois, je parle à personne. Je me sens mal. Je m'adapte après, je trouve des potes après, mais c'était très très dur. Et puis un jour, il y a eu toujours des conflits avec les mecs de quartier à côté qui venaient frapper des juifs. Et moi, j'ai ramené mes potes arabes pour me défendre. Donc j'étais vu par les autres, on m'appelait l'arabe là-bas. Comme un arabe. Vraiment impossible de m'assimiler. Voilà. Donc à part Juan Lépin où ça s'est bien passé, c'est notre chapitre ça. Mais pour mon rapport avec les juifs, ça a toujours été conflictuel, je me sentais pas à l'aise et pas chez moi. Je leur appartiens pas, c'est pas ma communauté. Comme un manque d'ancrage en fait, Ouais. dans ta vie. Un Il y a un vrai truc qui va manque pas. d'ancrage, comme ton père. C'est ça. Comme mon père, je voyais les autres juifs, ils étaient un peu religieux, ils avaient mon père, rien. Il se disait juif, mais comme si qu'il l'était pas vraiment. Mais ma mère, c'est pareil. Mais ma mère, je dirais, son comportement, il suscite moins d'étonnement chez moi que mon père. Mon père, il y a un truc qui va pas. Je sens pas vraiment juif. Tu sens qu'il n'est pas vraiment lui-même peut-être. Ouais. Pas dans la communauté. Comme si qu'il connaissait rien, mais rien. Presque rien du judaïsme, quoi. Pas un mot, pas. J'ai jamais vu lire un livre s'intéresser à quoi que ce soit. Comme si que le judaïsme lui est passé dessus à la naissance. Est-ce que tu croyais en Dieu à cette époque? Ouais, il y a peut-être un dieu, mais tout ça, toutes ces histoires, est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Justement, il y a une photo, je crois que c'est la bar mitzvah de mon frère, ça. D'accord, ok, c'est avec ta sœur. C'est ça, ma sœur jumelle. Et qu'est-ce qu'elle t'évoque cette photo? Vous aviez quel âge? Ouais, on devait avoir peut-être 6 ans, je sais pas, 5, 6, je sais pas par là, ouais. Il y a peut-être l'année derrière. C'est une très belle photo. Ouais, très belle, ouais. Bah, ça m'évoque le lien avec ma sœur jumelle, parce que mine de rien, ma sœur jumelle, il y a un lien qui est fort, c'est ma sœur jumelle. C'est différent. Mon grand frère, c'est encore un autre rapport, mais ma sœur jumelle, c'est un lien assez fort, ouais. Encore aujourd'hui, le lien est là, mais il a été comme écorné par toutes les problématiques autour de l'islam, du judaïsme, du conflit israélo-palestinien. Mais qui reste là. Bien sûr qu'il reste là. On ne peut pas couper un lien aussi fort. Après la 3e, je vais en BEP, ouais. Je fais 1 an. BEP Vente Action Marchande, j'ai pas le choix. Il n'y a aucun lycée qui veut de moi. Et à l'époque, pardon pour ceux qui vont se ressentir là-dedans, mais les cassos, on les mettait soit en BEP Vente Action Marchande, soit en BEP Compta. Aucun lycée qui me veut. Finalement, je trouve un lycée à Vitry. Je fais 1 an et après, j'arrête. Trop compliqué, je ne suis pas intéressé, je m'en fous complètement. J'arrête le massacre. Je suis en classe, j'écris des histoires. Mais je remplis des feuilles. J'ai peut-être une 40aine de feuilles que je remplis avec des histoires. Et là, les gens sont fascinés. Mais t'es mauvais à l'école, mais quand même, t'écris. T'es créatif. Et je vois que j'obtiens une valorisation par l'écriture. Moi, je poursuis, puis j'arrête un moment.
sans raison, ça me saoule d'écrire des histoires. Et je reprends à 13 ans, j'écris des poèmes. Je vois que les rimes arrivent facilement. Et peut-être de 13 à 15 ans, j'ai énormément écrit de poèmes. Après, j'écrivais des thèses philosophiques, enfin des thèses entre guillemets, le mot est grand. J'écrivais des petits trucs philosophiques sur mon cahier. Et après, d'autres textes, puis après le slam de fil en aiguille, jusqu'au livre aujourd'hui. J'ai jamais vraiment arrêté l'écriture, j'ai arrêté temporairement, mais j'ai toujours gardé un lien fort avec l'écriture. À 15 ans, un jour, mon frère rentre avec 7 livres. Il y avait Goethe, Les souffrances de John Werther, Stefan Zweig, d'autres livres comme ça. Je ne me rappelle plus lesquels je les avais notés dans le livre. Et je regarde et je suis fasciné par ce qu'il me raconte des livres. Les souffrances de John Werther, ça crée une vague de suicide en Allemagne. Je dis, comment un livre peut créer une vague de suicide? Les joueurs d'échecs de Stefan Zweig, il m'explique qu'un prisonnier politique découvre un manuel pour jouer aux échecs et devient fou avec ça. Enfin, il joue contre lui-même, esprit blanc, esprit noir. Puis il sort et il joue contre des champions du monde. Et je me dis, c'est passionnant. Et je me passionne après pour la lecture. Et là, je grandis d'un coup. Je vois la vie différemment. Je casse un plafond de verre et je me prends d'une passion pour la lecture qui devient obsessionnelle. Parce que je lis 50 pages par jour. Je m'arrête 1 an et demi de lire peut-être. C'est un moment même je régresse dans ma vie, je trouve. Et je reprends après. Et depuis, je lis 30 pages par jour. Là, j'ai lu mes 30 pages, par exemple, aujourd'hui. Jamais, jamais, jamais je lâcherai ça. C'est vraiment une passion, ça te permet d'ouvrir les perspectives et d'apprendre encore et toujours. D'apprendre, et puis surtout, c'est un moyen de me sentir exister, je pense, parce que j'ai été valorisé par le livre. Je vois que j'assimile vite. À 15 ans, 16 ans, on me dit, t'es super intelligent, t'es mauvais à l'école, mais tu lis Freud, je comprends des choses. Je suis perçu comme intelligent, intellectuellement, hein, je parle. On me valorise par rapport à ça, et je me dis que si j'arrête de lire, je perds cette intelligence. Donc je ne vais pas m'arrêter de lire. Et à chaque fois, je comprends mieux le monde, j'assimile le savoir, j'arrive à en faire quelque chose, notamment dans le monde de mes formations. Je lis un livre, ça me donne des nouvelles idées, des nouvelles pistes, je modifie ma formation pour qu'elle devienne plus percutante. Donc je m'arrête jamais de lire. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. La lecture, aujourd'hui, je ne peux pas m'en dissocier. Ouais, c'est impossible. C'est ma religion, c'est un dogme. Ton frère, il a joué quand même un rôle essentiel dans tout ça. Oui, mon frère, il est à l'origine de 3 choses qui ont marqué ma vie. C'est le slam de poésie, c'est lui qui me l'a fait connaître. C'est lui qui m'a dit de faire de l'animation, devenir animateur. Et c'est lui qui m'a présenté le livre. Ça a drivé ma vie, ça. Juan Lépin. Ouais. Exceptionnel. Ouais, exceptionnel. C'est la première fois que je me sens vraiment juif, parce qu'il n'y a que beaucoup de juifs qui vont à Juan-les-Pins. Et il y a des gens de mon quartier, de la famille aussi, qui sont là-bas, qui sont juifs aussi. Il y avait beaucoup de juifs à Barbus, qui sont le quartier où j'ai grandi, qui sont partis. Donc je les retrouve là-bas et ça se passe super bien. C'est la première fois que je me sens intégré, que je me sens juif. Et chaque jour était merveilleux. C'était vraiment 3 semaines en dehors du temps et de l'espace. Je suis quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en moi. C'est les premières petites copines. Très belles en plus. Le lien avec les juifs, incroyable. Je retrouve aussi des gens que j'avais vus à Paris qui n'étaient pas juifs mais là-bas. Et tout était magnifique. Tout, absolument tout. Le soir, on restait sur la plage, on jouait au foot, des souvenirs incroyables. Dans la mer, on rigolait, passait du bon temps. Il y avait ma mère, mon père, mon frère, ma sœur jumelle. En dehors du temps, c'est un truc que j'ai jamais revécu après, que j'ai cherché à revivre longtemps. C'est un peu mon idylle. Tu sais, il y a des moments qu'on vit tous en dehors du temps. C'est des moments extraordinaires qu'on peut vivre qu'une fois, en fait, des états de grâce. Ça revient pas 2 fois, ça, dans une vie. Moi, c'est ça, Juan-les-Pins pour moi. Et puis ça se ponctue d'une manière dramatique, passionnelle, fantastique. Donc je reviens avec des étoiles dans les yeux, des larmes, tout. Et un truc que j'ai pas dit, je suis retourné 2 ans après à Juan-les-Pins. J'avais 18 ans, mais j'avais beaucoup changé. C'était une époque où je faisais des bêtises. Mon pote était en prison. Il y a un autre pote qui m'a rejoint. Il avait ramené plein de cannabis, je me rappelle, il l'avait mis dans la chambre. On aurait pu être dénoncé, se retrouver au poste. C'était un moment où j'étais dans une peut-être mauvaise énergie. On buvait beaucoup d'alcool, on faisait des bêtises, des conneries un peu, je vais dire de la délinquance, c'est pas ça, mais un pote qui est en prison, et du coup, je retrouve plus le Juan-les-Pins que j'ai connu. Comme dit Héraclite, quand tu vas dans un endroit, une deuxième fois, toi, tu as changé et l'endroit, il a changé. C'était plus le même. C'était plus la même ambiance, c'était plus pareil. Ça y est, c'était parti, Juan-les-Pins. C'est parti quand j'avais 16 ans. Et j'y suis retourné il y a pas longtemps, enfin il y a 2 ans, parce que j'étais à Nice, j'ai fait un séminaire en prise de parole en public. Avec ma femme et ma fille, j'y suis retourné. Et ça m'a fait quand même tout drôle de voir cette plage. Je me dis, putain, le temps, il passe. Donc je m'asseyais, je regardais la plage où il s'est passé plein de choses. Et je me dis, ça y est, quoi, j'ai vieilli, le temps passe. C'est plus le même Juan-les-Pins. Mais ça m'a refait des flashs quand même. Ça m'a fait du bien de revenir à cet endroit.
Les souvenirs pour toi, ils sont importants, les moments. J'ai une très bonne mémoire des moments, des gens et des instants que j'ai pu vivre. Ouais, c'est très important pour moi. Parce que le temps passe vite, il détruit tout. Le temps nous change, le temps nous modifie. Ça me fait mal au cœur quand je vois des gens que j'ai connus changer. Tu me parles comme un RH, on a mangé dans la même assiette ensemble. Aujourd'hui, tu me parles comme un RH. On se connaît bien, on a passé du temps ensemble. Et j'ai un lien fort avec les gens que j'ai connus. Ils peuvent me retrouver comme ils m'ont vu à l'époque. Quelqu'un qui m'a connu à 16-17 ans, il me voit aujourd'hui. La relation peut être différente, peut-être qu'on ne se parle plus. Mais tu vas revoir le Cyril que tu as connu, pour moi c'est important. J'arrête l'école à 16 ans et demi, presque 17, peut-être un jour ou deux avant mon anniversaire, je crois. Et je ne sais pas quoi faire. Tout d'un coup, il y a un projet qui vient, une lumière qui s'allume à ce moment-là. En lisant le livre de Krishnamurti, Se libérer du connu, je me suis dit, tiens, il faut que je me libère de mes peurs, que je fasse un truc nouveau, je vais aller vivre en Israël. Il y a cette idée qui vient. Et comme en Israël, il y a beaucoup de juifs, forcément, il y a la plage, forcément, il fait chaud, forcément, ça ressemble à Juan-les-Pins, je vais pouvoir revivre Juan-les-Pins une deuxième fois. Et là, j'ai un objectif, ma vie a de nouveau un sens. Et en plus, on me dit qu'au kibbutz, dans les kibbutz, ils accueillent des juifs de la diaspora, français, anglais ou autres, pour les intégrer à Israël afin qu'ils deviennent israéliens. Donc, magnifique. C'est bon, j'ai un chemin tracé. Je prends rendez-vous avec l'agence juive, je fais tous les papiers, et puis je pars au mois de juin. Mais avant, j'ai travaillé 4 mois en tant que manutentionnaire pour pouvoir partir. Voilà, l'après Juan-les-Pins, c'est vraiment ça. Je suis tellement monté haut, j'ai voulu revivre une deuxième fois Juan-les-Pins. Mon cœur restait accroché au banc de la gare là-bas. J'étais pas forcément attaché aux juifs en tant que communauté, parce que j'étais toujours avec mes potes, mais je me rattachais un peu plus à ça quand même, à cette idée que moi, je suis israélien. Vu que je vais en Israël, moi aussi j'ai des origines. Je suis pas vraiment considéré comme tunisien par les gens. On dit t'es juif. T'es juif tunisien, on dit. T'es pas tunisien juif. C'est toujours le judaïsme qui revient en premier. Parce qu'il y a l'idée qu'on est un peuple. Et que ça s'impose à tes origines. Ça s'impose à ta nationalité. Donc le kibbutz. Bon, déjà, je quitte des potes avant de partir. Mes potes, j'avais vraiment un lien fort avec une fille qui s'appelait Ayat, une amie, et un pote qui s'appelait Sidi Mohamed. Je pars. J'arrive là-bas. Donc moi, je suis dans un délire un peu nationaliste. Je me sens israélien. Je me trouve une patrie, ça y est. Vu que je suis pas considéré vraiment comme tunisien, je me sens pas vraiment français non plus. Je suis israélien, ça y est. Je suis désangoissé, j'ai enfin un pays auquel j'appartiens comme tout le monde. L'autre se dit algérien, l'autre tunisien. Moi, je suis israélien. Sauf que j'ai aucun lien avec ce pays. Aucun. Mes parents viennent de Tunisie. Et j'arrive là-bas, je me rends compte assez vite. Déjà, j'arrive, il n'y a que des Russes et des Ouzbeks, des gens de l'Est, qui ne sont pas forcément juifs. Il y a une grande émigration d'Europe de l'Est, de personnes qui ne sont pas juives, pas tous en tout cas. Je me retrouve avec eux. À l'époque, tu n'avais pas les portables avec Internet et autres. Donc je tourne un petit peu, je cherche à avoir des informations, même pour mon téléphone. Je crois que pour avoir un indicateur, je tombe sur des Russes. Je rentre dans ma chambre, et là, tout s'effondre. Je me dis, mais en fait, j'ai rien à faire ici. Je le sentais déjà. Mes potes, Sidi Mohamed et Ayat me manquent. En fait, je suis français. Je suis pas de ce bled. Je me mentais encore un petit peu, mais je sentais déjà cette vérité qui s'imposait à moi. Très vite. Après, il y a des Français qui arrivent, qui sont plus âgés que moi. Moi, j'ai 17 ans. Mais très vite, ça se passe mal. Je retourne à l'école le matin pour apprendre la langue. Moi, j'aime pas l'école. Donc, je fais des dessins dans mes cahiers. Je dessine des compositions de foot de l'Inter parce que j'aime beaucoup le foot. L'après-midi, on me met à travailler. Je me retrouve dans une cuisine. Je sors de la cuisine. Je me retrouve avec les Français dehors. Et je pars pendant 3 quarts d'heure parce que j'ai rien à faire. La patronne, elle me cherche. Elle est étonnée de ce comportement. Moi, je suis français. J'obéis pas comme les Russes ou les Ouzbeks qui sont très contents d'être là. Je suis un feignant, j'ai pas envie. Elle vient, elle m'engueule, mais moi, je comprends pas la langue. On se retrouve dans le bureau du directeur avec ma tante qui traduit. Et le lendemain, ils me mettent à la ferme. Donc, je me retrouve à la ferme, c'est beaucoup plus cool. Mais je me retrouve à nettoyer la merde des animaux. Donc, je nettoie la merde des animaux. La veille, je nettoyais le sol. Je me dis, en fait, j'ai fait tout ça pour nettoyer. Et finalement, pas de Juan-les-Pins, en fait. Donc, des fois, on visite Tel Aviv. Juan-les-Pins n'existe plus. Je m'illusionnais, je me disais, je vais rencontrer des gens, c'est extraordinaire. On m'a dit, il y aura des Français, des jeunes, tu auras des potes, c'est extraordinaire, il y aura la mer, le beau temps. Moi, je m'imaginais les vacances constantes, quoi. Tu sais, tout le temps, Juan-les-Pins à vie. Je suis jeune, je me rends pas compte de la réalité. Et d'ailleurs, c'est là où je me rends compte aussi que je suis pas vraiment israélien, quoi. J'ai pas de lien. Ça revient encore un peu après, cette idée que Israël, c'est mon bled, parce qu'il faut se rattacher à quelque chose.
Il faut avoir une patrie d'origine comme tout le monde. Quand tu demandes aux gens, t'es quoi, toi? Je suis algérienne. Oui, on est français, mais je suis algérienne. Tu vas au bled, tu parles la langue. Mais moi, je suis quoi, en fait? Je suis pas tunisien, vraiment. J'ai pas de lien avec la Tunisie. Je sais pas parler arabe. Puis quand je vais en Tunisie, tu dis que t'es juif. À mon avis, tu vas pas avoir que des regards sympathiques sur toi. T'es juif. Donc, parmi les arabes, c'est pas non plus... c'est pas terrible. Donc, qu'est-ce que t'es? Je suis israélien. Mais non, finalement, t'es pas israélien non plus. Mais c'est un problème, quand on dit le juif errant, c'est un problème typiquement juif. Et Israël permet de se désangoisser, de dire j'ai une patrie. Mais finalement, t'es pas vraiment désangoissé parce que même aujourd'hui avec la situation, tu te rends compte que y a des gens qui étaient là peut-être avant nous. Je parle des gens qui étaient là depuis des millénaires. Aussi, enfin des millénaires, des milliers d'années, oui. Enfin, les Arabes, quoi. Donc, est-ce que vraiment on est chez nous? Même finalement, notre chez nous est contesté. Est-ce que vraiment c'est à nous? Il y en a qui étaient là peut-être avant. Et c'est complexe, cette identité flottante. Je suis en quête, qui je suis. Qui je suis. Et finalement, je me rends compte après que je suis français. Bien plus tard. Quand j'écoute Zemmour, je me dis, il y a un juif français qui fait passer la France avant la judaïté. Et à l'époque, il s'autorisait même à critiquer le CRIF, Israël, en disant on est français. Et il parle d'assimilation. Et il parle d'assimilation des juifs au 19e siècle qui se sont assimilés. Et je me dis, on peut être juif et français. Ça me surprend. Et je l'écoute, et en l'écoutant, j'apprends pas mal de choses aussi. Donc, il y a une époque où j'appréciais ce qu'il disait, sur plein de sujets. Après, je me suis totalement détaché de lui. Mais ça a été comme, on va dire, à un moment donné, quelqu'un qui m'a accompagné à accepter que je suis français. Et je me suis intéressé aussi, du coup, au nationalisme, au royalisme, au catholicisme, à qu'est-ce que la France. Je voulais m'enraciner dans la France. Et là, j'ai lu sur l'histoire de France, laisse tomber, sur qu'est-ce que la France, qu'est-ce qu'être français. Parce que quand tu grandis en banlieue, tu grandis entre le kebab, le McDo, le resto chinois, tu vois des séries japonaises et tu te poses la question qui tu es. Et moi, j'ai envie de me dire que je suis français. Mais comme mes parents ont tenu à ce que je sois français, par le prénom qu'ils m'ont donné déjà. Et même, ils me disaient, sois discret à l'école, tu fais comme tout le monde. C'est l'éducation d'avant. Ça a changé après. Maintenant, c'est plus comme ça. Mais à l'époque, c'était comme ça, l'éducation à la française. Après, je me suis totalement détaché de Zemmour. Mais il y a un moment où j'aimais beaucoup les idées nationalistes et catholiques, parce qu'il y avait un côté enracinement. Ne pas faire table rase du passé, comme dit la gauche. S'enraciner dans l'histoire plurimillénaire. Les églises, les paysages, la permanence des idées, de la culture, de l'histoire. Ça me touchait beaucoup, ça. Et puis nous, on nous a appris à détester la France. Enfin, depuis tout petit, quand tu vois les Trois Frères ou tous les films comme ça, le français blanc catholique est représenté comme raciste et autres. Donc nous, quand on parlait de français, je me rappelle à l'époque, on parlait beaucoup de Le Pen, c'était les blancs racistes. Chez les juifs, quand on parlait des français, c'était les collabos, c'était les colonisateurs. Donc le français a toujours une mauvaise presse. Donc toi, tu te sens pas français, il fallait pas dire que tu étais français. Et même à l'époque, ça a changé maintenant quand même. Même dans le rap à l'époque, il fallait dire la France raciste, puis colonialiste, antisémite, toutes les tares du monde. Du coup, c'était complexe de t'approprier cette identité quand elle est à ce point montrée du doigt. Et justement, à un moment, ça m'a permis avec Zemmour au départ, de voir les choses différemment. Il y a eu Zemmour, il y a eu Soral aussi. Donc il y a quand même beaucoup de gens sulfureux. J'adore les gens sulfureux, moi. Mais moi, plus c'était interdit, plus j'avais envie de voir. J'avais envie de voir toutes les versions de l'histoire. J'ai acheté des livres, mais laisse tomber. Si je parle des livres que j'ai achetés, ça pourrait me coûter des soucis. Ça m'intéressait de voir toutes les versions de l'histoire. Et surtout quand j'ai découvert, par exemple, un autre versant de la Révolution française, comme on a massacré des Chouans, pour moi, c'était les rois tyranniques. Et je dis pas que ça l'est pas, mais il y a d'autres versions de l'histoire. Et c'est intéressant de voir tous les angles de vue. C'est toujours le vainqueur qui écrit l'histoire, jamais le vaincu. Et j'aime pas qu'on diabolise. Je vais voir. J'essaie de comprendre. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Et il y a un moment, je me sentais proche des idées royalistes, catholiques et autres. Pas tout, mais il y a un truc qui m'attirait là-dedans. Et en même temps, c'était aussi une manière de critiquer le système dominant, le libéralisme et autres. Bon, en tout cas, pour revenir à la question initiale, j'ai eu besoin de m'enraciner dans le terreau français pour me dire, moi aussi, je suis français. Et je ne suis pas tunisien uniquement ou juif, mais je suis français. Moi, comme je suis quelqu'un de sympa, j'aime pas choquer les gens, j'aime pas blesser. Je vois vite les opinions politiques des uns et des autres. Je ne vais pas blesser les gens. Dans ma famille, je me suis fait petit. J'ai pas dit mes opinions pendant longtemps parce que sinon, j'aurais été un pestiféré. Et je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire de mal en disant ce que je pense. Les gens réagissent vite en général. Tu dis que t'aimes un tel, tout de suite t'es vu comme extrémiste ou autre. Donc je me taisais. Je disais pas mes idées. Ce qui était important pour moi, c'était de maintenir la relation, le lien avec les gens. Et ces gens comme Kémy Séba, comme Alain Soral, il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord. C'est pas la question. Mais ce que j'appréciais et j'admirais chez eux, c'est le côté je dis ce que je pense, j'en ai rien à faire. Et je peux être vu comme un monstre, je m'en fous. Au contraire, c'est nourrissant. J'étais admiratif de ces gens-là. Parce que eux faisaient ce que moi, je m'interdisais de faire chez moi. Donc j'adorais les personnages sulfureux.
Dès que c'était sulfureux, j'allais voir. Il fallait que j'aille voir. Est-ce que ça veut dire que je suis d'accord avec tout? Non, pas forcément, non. Mais j'aime voir. Mais moi, j'ai appris plein de choses dans la dissidence idéologique. Quand on dit dissidence idéologique, on n'est pas sous Solzhenitsyn. Enfin, voilà, on n'est pas dans les camps de concentration communistes de l'époque, mais sur la France, en sociologie, en politique, en géopolitique, en philosophie, ils m'ont appris énormément de choses. Après, tout n'est pas bon, mais je déteste qu'on jette l'opprobre sur quelqu'un en disant il est antisémite, il est raciste. Et alors? Ça me dérange pas, même s'il est comme ça me dérange pas de le lire. Et la liberté d'expression, c'est écouter les gens avec qui tu es en désaccord. C'est facile de parler entre nous. Je suis d'accord avec toi, on parle ensemble. Mais parler avec les gens avec lesquels on est en désaccord, ça c'est complexe. Et c'est ça la liberté d'expression. Et aujourd'hui, c'est compliqué dans notre société où on te colle des étiquettes de machin, de trucs, de je sais pas, antisémite, féministe, machin, complotiste. Laisse-moi parler librement, discute avec moi. Moi, ce qui me fait rire avec ces tenants de la liberté d'expression, c'est que c'est toujours la liberté d'expression à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on peut dire, Meir Habib peut dire, la population palestinienne est un cancer, il n'aura rien. Barbara Lefebvre peut dire, on doit virer les Palestiniens comme si c'était de la merde, il n'aura rien. Sur Even 4 News, ils disent des trucs de dingue. Les Palestiniens sont comme des porcs. Ils ont dit ça il n'y a pas longtemps. Finalement, ils n'ont pas vécu de génocide. Ça, ils ont le droit de le dire. Donc la liberté d'expression, c'est dans leur sens. Par contre, il y en a d'autres, non. Alors moi, je veux bien qu'on mette des limites, mais moi, ce qui m'amuse, c'est qui fixe les limites et qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou pas. Parce que dans la bande à CNews et compagnie, est-ce qu'ils invitent tout le monde? Bien sûr que non. Et eux, ils se font les chantres d'une expression libre. Non, pas du tout, pas du tout. C'est quand ça va dans leur sens. Et moi, ok, liberté d'expression totale, on peut se moquer. Ok, Charlie Hebdo, ok. Mais est-ce qu'on peut le faire pour tout le monde ou pas? Eh ben non. Voilà. Dans le livre moi, qui m'a marqué de Yaakov Ravkin, tu prends l'opposition juive au sionisme, c'est incroyable en fait. C'est-à-dire que jusqu'aux années 60, la position dominante, consensuelle, c'est l'antisionisme dans le judaïsme, appuyé sur des textes. Textes, il y a du Talmud et autres. C'est impressionnant. Quand tu lis ça, t'es impressionné. J'ai jamais vu un livre aussi virulent, aussi critique que le livre L'opposition juive au sionisme de Yaakov Ravkin. Et c'est là que ça déconstruit tout. Tu dis, mais c'est incroyable. Ça déconstruit tous les schémas qu'on nous a ancrés, faisant un lien automatique entre judaïsme et sionisme. Au contraire, on pourrait même dire que l'antisémitisme, c'est d'assimiler le juif au sioniste, parce que la position dominante, consensuelle, jusqu'aux années 60, c'est l'antisionisme. Et ça, Yaakov Ravkin, il le décrit très bien, c'est pas moi qui le dis. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de références dans le livre, et beaucoup de notes de bas de page. Je comprends qu'à un moment donné, au regard des persécutions en Europe centrale, les Juifs aient eu besoin d'un refuge. Ok, donc l'idée, elle est viable à la base quand tu subis autant de persécutions. Je comprends. Cependant, il y a une critique à faire, c'est-à-dire qu'il y avait une population qui était là et qui a souffert aussi. Et Ilan Pappé, dans son livre, le nettoyage ethnique de la Palestine, il se sert de sources déclassifiées militaires pour montrer comment les Palestiniens ont été expulsés à partir du plan d'Alet. C'est des sources, avec des sources et témoignages, les deux. Et tu vois comment c'est fort, et là tu te dis, en fait ça déconstruit tout un mythe. Tu peux pas soutenir ça moralement. C'est insoutenable. C'est insoutenable qu'il y ait des persécutions, ok, que vous ayez besoin d'un État refuge, parce qu'en Europe vous êtes persécutés, mais c'est un problème européen. Sinon, on valide la Bible. Et la Bible ne peut pas servir de référence, d'un point de vue juridique et politique, pour construire un État. Parce que si on s'appuie sur la Bible, on peut aussi s'appuyer sur le Coran. Et normalement, le droit ne doit pas s'appuyer sur les sources religieuses, à ce que je sache. Donc tout ça, c'est complexe et ça crée le bazar dans lequel on est aujourd'hui. Mais il y a des vraies contradictions et ils ont du mal à gérer ça d'ailleurs. Mais de toute façon, aujourd'hui, le but maintenant qu'il y ait des populations qui sont là, c'est qu'ils vivent bien entre elles. C'est comment on fait pour qu'elles vivent bien entre elles. Mais si on remonte l'histoire, d'avoir pris la Bible comme référence pour créer un État, c'est de valider un récit religieux. Donc là, le droit est à côté de la religion. Donc pourquoi on ne s'appuierait pas sur d'autres sources pour créer des États à droite à gauche dans ces cas-là? Et si moi je viens avec un livre et je dis, il y a 5000 ans, mon peuple était là, j'ai un livre religieux, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On installe toute une population ailleurs? Et même dans le livre de Yaakov Ravkin, il parle bien du vieux Yishuv, la vieille communauté juive palestinienne, qui a souvent lutté contre les juifs qui arrivaient. Il y a un vrai clivage entre les deux. C'est ça le vieux Yishuv qui luttait contre eux aussi. Donc tout n'était pas rose, même dans la communauté juive. Tout n'était pas simple. Il y a eu des conflits. Comme je les lisais beaucoup, ils m'ont inspiré, tous ces gens-là, par leur courage et leur prise de position. J'adorais les gens qui allaient à l'inverse des
des récits dominants, ils m'ont inspiré. Et aujourd'hui, je garde cet état d'esprit même. C'est-à-dire que quand je lis quelque chose, j'aime bien lire l'inverse aussi, pour me faire une idée. Et c'est comme ça qu'on reste libre. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est de voir des gens gentils, généreux, empathiques, soutenir le pire. Ouais, ben c'est normal, c'est une guerre, on les tue, ouais, il n'y a pas de problème. Mais musulmans ou juifs, le petit Kfir Bibas qui est mort, ça me tend le cœur. La petite Inde, à qui je dédicace mon livre, là, il faut que je vois le nom, j'ai oublié, j'ai un trou, pardon. In Rajab, pardon, voilà, In Rajab on dit. Moi, In Rajab, ça m'a tué aussi, cette petite de 6 ans qui se fait tuer dans sa voiture. Un enfant est un enfant. Donc on doit pouvoir commémorer les deux et dire je suis triste quand un enfant juif meurt ou quand un enfant musulman palestinien meurt. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont perdu leur humanité dans ce conflit-là. Et même au départ, j'étais en colère contre certaines personnes, même musulmanes, qui validaient les morts du 7 octobre de gens qui n'avaient rien fait. Quand tu as un vieillard en face de toi, il y a une éthique à avoir, tu le tues pas. Et c'est pareil pour les Palestiniens. Moi, je m'en fous de vos clans, vos religions, je suis humain. Toi, tu meurs, je serai avec toi. Je m'en fous t'es un enfant, t'es une femme, un vieillard, même si tu penses contre moi, même si t'es raciste, ben, je te défendrai quand même. C'est ça mon état d'esprit. Et je pense que c'est comme ça qu'on reste humain. À partir du moment où on restreint l'empathie à son clan, c'est pas de l'humanité. Un lion va être triste quand un des siens va mourir. Par contre, si on a une empathie universelle, pour moi, là, on s'élève à un autre niveau. Et on devient plus humain, du coup. Ma prise de position, elle est beaucoup contre le nationalisme, toutes ces idées, toutes ces idoles modernes qui font qu'on va suivre un récit dominant. C'est pas facile, parce que la plus grande peur qu'on a, c'est d'être rejeté. Critiquer les autres, c'est facile. Se critiquer soi-même, c'est complexe. Critiquer sa religion, c'est complexe. C'est des idoles pour nous. On y est attaché parce que c'est affectif. Et si on s'aventure à critiquer ces idoles-là, on risque le rejet des nôtres. Et on a terriblement peur d'être seul. Alors on se conforme, quitte à cautionner des injustices. La vie, elle a un sens que si on est au service des autres, pour moi, ou d'une idée plus grande que soi. Et avec les enfants, moi, je me reconstruis parce qu'en tant qu'animateur, je leur apporte des choses. Via le théâtre, via les activités que je fais, je leur redonne confiance. Et là, je trouve un rôle, moi aussi, de mission. Donc, je suis animateur pendant... en fait, j'ai fait 20 ans d'animation. Et plein de projets avec les enfants. Et ça me reconstruit. Ça reconstruit ma confiance aussi. Ma légitimité. Quand t'arrêtes l'école à 16 ans, quand on dit que t'es nul, que t'as ta place nulle part, tu te sens pas légitime. La confiance est détériorée. Et avoir confiance, c'est super important. J'ai ressenti beaucoup de colère quand tu étais plus jeune, mais là, on la ressent plus quand tu deviens animateur, etc. J'ai l'impression qu'il y a comme un apaisement. Ouais, je suis apaisé, ouais. Je trouve ma place. Je trouve un sens à ma vie. Je suis plus et je deviens un très bon animateur. Je suis plus le vilain petit canard. Je deviens un animateur créatif, reconnu pour sa créativité, pour son imagination débordante, pour ses qualités humaines. Je deviens reconnu. C'est important d'être reconnu. Quand t'es jugé nul par tout le monde, tu peux qu'avoir une image mauvaise de toi-même et puis être en colère contre la société aussi. Donc on te voit là, on te voyait, on te regardait. On savait que tu avais des compétences. Oui. Donc du coup, ça t'a permis de déployer pas mal de choses. C'est ça. Et je me construis à partir de l'animation après, l'écriture, le slam de poésie, l'art-thérapie, l'art oratoire, la prise de parole en public, les formations jusqu'au livre, quoi, en gros. C'est surtout l'art-thérapie qui t'a beaucoup aidé. Bouleversé, ouais. En quel sens ? Je suis un intervenant slam. On me propose d'aller... Je vais partout, en maison de retraite, en hôpital, en lycée, collège. J'ai 21 ans. Il me faut plus d'outils. Il faut m'outiller pour répondre à ces différentes demandes. Et je ne peux pas faire du slam avec des maternelles, avec des personnes âgées. Enfin, je ne peux pas passer par l'écriture. Je dois trouver d'autres outils. J'en trouve d'autres et on me présente l'art-thérapie. Je dis, mais c'est fabuleux, ça ressemble à ce que je fais. Je fais du slam, ça libère la parole. Magnifique. Je m'inscris et je pense... moi, je me dis, je vais avoir des outils. On va m'apprendre des choses. Donc, je vois ce que c'est. J'y vais sans savoir ce qui m'attend. Et le premier module, c'est d'abord la thérapie sur soi, avant de faire pratiquer aux autres. Et là, en une semaine, ça ouvre des portes, je libère des traumas, je me sens beaucoup mieux, je me sens changé. Je vois la puissance de la thérapie, enfin. Chez les psychologues, je parle, ça ne change rien pour moi. Là, il se passe quelque chose, je le sens. Et je sens que je deviens quelqu'un d'autre. Et je ne me suis plus arrêté après. Avec mon mentor Sylvette Gage, quand tu dis j'oublie pas, j'oublie pas. Vraiment. Les gens qui m'ont aidé sur mon parcours, j'ai du mal à oublier, je la remercie encore aujourd'hui. Elle m'a énormément appris. J'ai fait plein de modules après avec elle, j'étais son assistant. Donc c'est mon école. Sylvette Gage, thérapeute incroyable. Incroyable. Et j'ai vu qu'on pouvait mettre des pansements sur des blessures profondes pour être mieux avec soi-même et après mieux avec le monde.
du coup. Tu as vu que c'était possible de dépasser des traumatismes Ouais, bien tout à fait. ancrés. De les transformer, de les transcender, ouais. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai continué après, j'ai fait de la thérapie narrative, j'ai fait plein de stages dans le domaine thérapeutique. En mars, je me forme en constellation familiale. Je m'arrête pas après. Je m'arrête pas. J'adore découvrir ce qu'il y a dans l'être humain, ses blessures profondes, ses traumas. Et je le mêle à l'expression orale, au slam, à l'art oratoire. Ça se mêle, ça s'hybride, ces disciplines-là. Parce que ça fait partie de moi. Et surtout, comme j'ai vu mon père pas bien toute sa vie, moi j'ai vu mon père en dépression, j'étais comme face à un mur. J'étais très intuitif étant petit. Et je lui ai proposé plusieurs solutions. J'ai amené des thérapeutes chez moi, je lui ai fait des massages, je me suis formé en massage aussi thérapeutique. J'ai amené des masseurs chez moi, je l'ai amené dans des séances de sophrologie. Impossible, rien n'y fait. Et c'est comme un échec. Je croyais que je pouvais le sauver, mais j'ai pas réussi. Du coup, aujourd'hui, quand je suis confronté à des gens, j'arrive à trouver rapidement des solutions. Mon esprit se met en mouvement très rapidement. C'est important pour moi d'accompagner les gens à lever des souffrances, notamment dans l'expression orale, et de leur dire tu es légitime, tu as le droit de parler toi aussi. Je pense que ça vient de cette blessure avec mon père. Bien sûr, tu as voulu le sauver. Ah, j'ai voulu le sauver. Lui n'était pas prêt ou n'avait pas envie. Ouais. C'était pas possible. C'était pas possible. Toute ma vie, je l'ai vu en dépression. Mhm. J'ai tenté plein de choses, mais j'ai pas réussi. Mais il y a un driver en moi, je sais que c'est une illusion, hein. Avec les autres, je ne raterai pas une deuxième fois. Il y a cette envie d'aider, de comprendre l'esprit humain, d'où ça vient, comment le trauma s'ancre. Qu'est-ce qui se passe au niveau neurologique, biologique, psychologique, sociologique, d'où ça vient, quelles sont les causes multiples et variées. Ça m'a passionné après. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, ça me passionne. Et je me forme pour justement avoir des nouveaux outils et aider les gens à libérer leur expression orale. Ça t'a permis vraiment d'épouser ton hypersensibilité le plus possible, je trouve, la créativité. Ça a permis vraiment d'assumer ton hypersensibilité, enfin moi je le vois comme ça, et aussi d'accepter de plus en plus ton intuition. Donc ton intuition, j'imagine qu'elle a grandi. J'ai toujours été très intuitif, c'est-à-dire depuis tout petit, on me montre des photos, même aujourd'hui encore. Cyril, qu'est-ce que tu penses d'un tel? On montre des photos. Et j'ai comme des flashs, je sais pas d'où ça vient. C'est un ressenti, beaucoup de gens ont ça. Beaucoup d'hypersensibles. Je me sens très connecté. Et dans mes formations, avant, j'osais pas trop questionner mon intuition. Je sentais, mais je m'appuyais pas dessus. Puis maintenant, énormément. Et ça m'aide énormément à comprendre les gens. Ça me donne des clés de compréhension rapides. Et je peux avoir comme ça des flashs qui viennent et amener la personne plus vite sur un chemin de progression. Parce que je sens. L'intuition, c'est mal vu en Europe. Pourquoi ? On peut dire qu'il y a il y en a plus, mais on va prendre 3 catégories. La catégorie des intuitifs dans le monde qui appartiennent, pour beaucoup, au monde de la sorcellerie. Quand tu es intuitif, tu es hypersensible, tu es relié souvent à ce monde-là, inconsciemment. Et ça existait en Europe pendant longtemps, et même tous les groupes hétérodoxes étaient aussi combattus parce que gnostiques, parce qu'un peu en marge du pouvoir catholique. Puis tu as le religieux, qui a codifié la spiritualité à travers des normes et des règles. Et puis après, tu as l'arrivée du savant, du scientifique. Alors en Europe, le savant et le scientifique est survalorisé. C'est l'héritage de Descartes aussi, on a séparé le corps de l'esprit, et le monde intuitif est très mal vu en Europe. Ailleurs, non. On est encore connecté à ça. Tu vas au Brésil, en Amazonie, chez les chamans et autres, c'est différent. En Europe, l'intuitif est perçu comme peut-être proche du sorcier, inconsciemment. Et puis, ce qui compte pour nous, c'est la preuve, c'est le savoir scientifique, en Europe, cartésien. Donc ça, c'est très caché. On n'en parle pas beaucoup. Et même l'hypersensible est gêné avec ça. Ne parle pas de cette intuition qu'il a, qui relève parfois presque de la télépathie. Moi, il m'est arrivé de dire à quelqu'un, élève ta voix, en stage, en formation, et parler en public, je lui dis, t'as un chat chez toi? Il dit oui. Tu vois comment tu lui parles? Oui. Ben, parle-lui de la même manière. Elle me dit, mais comment tu sais? Je dis, je sais pas. Mais en fait, on a plein d'informations les uns sur les autres, c'est qu'on ne muscle pas cette compétence. On est très cerveau gauche. Là, je t'ai lancé là. Merci. Oui, c'est vrai, on le muscle pas assez. C'est vraiment un sens à part entière que tout le monde a. Tout le monde a de l'intuition. Plus ou moins. Mais il suffit après de s'écouter, d'apprendre à se connaître et de s'écouter réellement et de se dire, ah ben tiens, qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Qu'est-ce que je sens? Tiens, j'ai eu une information, est-ce qu'elle est validée? Ok, donc c'était une intuition. Tu peux avoir une intuition, tu sens quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un. Tu te sens mal, d'accord? Tu te sens mal, la personne, tu sens un truc qui n'est pas bien, qui ne va pas. Tu as peut-être raison. Mais le problème, c'est que le mental vient après pour en faire une vérité. Et parfois, cette personne-là, après, elle t'aide. Et tu dis, j'avais un mauvais a priori sur toi,
Je te sens, et finalement, tu es au-delà de ce que je crois. Ça t'a permis de te relier à ta créativité, Oui. à l'écriture, Ouais. en écrivant des poésies, des Oui. slams. Tu as Ouais. mis en place beaucoup de projets Ouais. aussi, Oui, des oui. concours. Oui, ouais. Concours. Alors déjà, des concours de poésie, de slam, parce que slam, ça veut dire chelem. Donc dans les lycées, oui, des concours de poésie. Puis après, quand j'étais à Romainville avec des jeunes en groupe, concours d'éloquence, j'appelais concours des arts oratoires, pour pas dire l'art oratoire, en groupe avec le ministère de la Culture, quand j'ai travaillé à Romainville en centre social, ouais. Et pareil, de voir des jeunes déployer un potentiel à travers leur voix, des jeunes qui sont pas forcément bons à l'école, mais qui deviennent les meilleurs quand ils passent sur scène. Dès qu'on est sur scène, ceux qui font de la danse, du chant le savent, il y a une transition où je connecte presque avec une part en même temps divine et animale de moi-même, et je deviens quelqu'un d'autre le temps que je suis sur scène. Je suis plus la personne lambda. Et moi, je les voyais se transcender sur scène, ces jeunes-là, et ça m'a fasciné. Et j'en ai fait pas mal de projets autour de l'art oratoire. Et qui t'ont permis aussi d'évoluer d'une D'avoir une certaine façon. reconnaissance quand je travaille à Romainville et j'amène les jeunes au ministère de la Culture, j'ai une reconnaissance. On me voit comme bon là-dedans, j'accompagne des groupes, je trouve des solutions, je les amène à progresser, à être bon sur scène. Donc je suis reconnu pour ma créativité et pour mes capacités d'expression. Et ça fait du bien d'être reconnu, oui. Et moi, j'ai un projet qui me passionne en même temps. Je me sens vivant en faisant ça. Je me sens exister. Donc toujours ta quête, elle se poursuit, elle continue via les rencontres également, parce que tu croises aussi beaucoup de personnes qui te tendent la main, qui te reconnaissent, qui te donnent d'autres perspectives. C'est Oui. ça en fait, d'autres perspectives. Oui. Parce que en parlant de l'islam, au départ pour toi, l'islam, bon, c'était pas un sujet. Ouais. T'avais beaucoup d'amis musulmans. Ouais. Tu connaissais quand même quelques petites choses de l'islam. Ouais, des petits trucs, ouais. J'avais une mauvaise image aussi des musulmans par rapport à ce qu'ils pouvaient faire, être, dire, par rapport au comportement. Donc forcément, c'était très loin de moi. Puis l'esprit était très étriqué, il y a beaucoup de jugements, c'était binaire, c'était paradis, enfer. Donc ouais, c'était pas très attirant, on va dire. Oui, voilà, et puis t'étais pas non plus vraiment dans une quête non plus religieuse. Enfin, c'était Non, pas- pas du C'était tout. hors sujet, quoi. Hors sujet, oui. Et justement, qu'est-ce qui t'a, à un moment donné, donné une étincelle de dire « Ah tiens, quand même, il y a quelque chose là derrière ». Je m'intéresse d'abord au catholicisme. J'ai besoin de... Enfin, je vois la beauté dans la tradition. Moi qui suis dans la vie de tous les jours, qui vit, qui dort, qui mange, qui n'a pas de perspective, on va dire, autre que de vivre ma vie comme elle vient, je me rends compte que c'est beau quand même les gens qui croient en quelque chose d'autre, en l'au-delà, qui vont dans les églises, qui se recueillent. C'est beau. Des gens qui ne cèdent pas à leur nature animale, qui se donnent des limites, qui ont un cadre de vie, dont on ne peut pas acheter. C'est des gens que tu n'achètes pas. Je disais souvent, un religieux qui croit vraiment en Dieu, c'est pas important pour lui qu'on lui donne 1 million ou 2 millions, parce qu'il a une croyance qui va au-delà, qui lui permet de tenir, d'avoir des vraies valeurs fortes. Donc je suis touché par ça, et je me rends compte que le monde de la tradition a aussi une beauté aussi. Quand je vois les églises, le monde rural, c'est beau. Cette vie qui est organisée en fonction du cycle du soleil. On se lève le matin avec le soleil, on se couche avec la lune. Enfin, il y a quelque chose de beau là-dedans. Je m'en rends compte intellectuellement d'abord. Et puis comme je suis très tourmenté, moi, je suis quelqu'un de très tourmenté, comme Kerry James, tiraillé. Kerry James, le mélancolique. Je suis tiraillé entre plein de parts de moi. Jusqu'aujourd'hui, je suis un grand tiraillé, moi. Je suis en conflit avec moi-même, le corps, la tête, le cœur, le machin. Comme je suis en conflit avec moi-même, je vois dans la religion une possibilité de s'apaiser. C'est la première fois que je le perçois en m'intéressant à la tradition française. D'abord, le catholicisme m'attire d'un point de vue politique, comme une réponse au néolibéralisme. Après, je vois la beauté du catholicisme en tant que tel. Je vois la beauté des églises. Jésus qui me fascine, qui me passionne, parce que ce qu'il dit aux pharisiens, c'est extraordinaire, qui sont restés prisonniers de la lettre, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, c'est magnifique. Les pharisiens viennent le voir et lui disent, mais on doit la lapider. Elle a fait l'adultère. Lapidation qui est quand même assez dure. Donc cette femme, qui est vue comme moins que rien, une prostituée, Jésus dit, non, que celui qui a jamais péché lui jette la première pierre. C'est quand même magnifique. Ça, c'est beau. Nous, on se condamne. Quand Jésus sauve des gens, je crois, pendant le Shabbat, quand il fait des choses qui sont interdites, il répond, est-ce que le Shabbat a été créé pour l'homme ou l'homme pour le Shabbat ? Et son témoignage, il est extraordinaire. Moi, ça m'a plu, mais je ne pensais pas que Jésus était Dieu. Je n'étais pas jusque-là. Mais c'est pas Dieu, ça colle pas, il y a un truc qui va pas, qui rentre pas dans ma tête et dans mon cœur. Donc j'aime Jésus, j'aime le christianisme. Alors là, le christianisme, c'est avec le judaïsme, le conflit il est encore plus fort qu'avec l'islam.
Jésus est très mal vu dans la tradition juive. Je te parle même pas Marie, sa mère. C'est pour ça qu'on parle de judéo-christianisme, ça me fait rire, dans les médias. Hein. Exactement, alors tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Déjà, il y a eu un conflit, les conflits qu'il y a eu entre chrétiens et juifs dans le monde occidental, c'est énorme. Le conflit théologique, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais il suffit de voir ce qu'on dit sur Marie dans le Talmud, c'est pas terrible. J'avais entendu un rabbin dire, un juif qui rentre dans une église, il doit jeûner toute sa vie le jour où il est rentré. Tellement c'est grave. Pour les juifs, les chrétiens sont des idolâtres, des païens. Mais les chrétiens ne pensent peut-être pas mieux des juifs. Hein. Saint Louis a brûlé le Talmud aussi. Les juifs ont aussi été persécutés en Europe. Il y a eu des persécutions juives en Europe. Donc, entre les deux, ça va pas. Quand on dit maintenant, après ça, après tous les massacres qu'il y a eu, comme si de rien n'était le judéo-christianisme, ça me fait rire. Ça me fait rire. Voilà. Encore une fois... Voilà, ça me fait rire. Moi, je dirais que l'Europe est helléno-chrétienne avant tout. C'est grec, l'héritage grec, gréco-romain et chrétien aussi, avant tout. Il y a bien sûr une influence juive et même arabo-musulmane. Alors ça, on n'en parle pas, hein. C'est péché. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais. Comme il y a une influence chrétienne aussi dans les pays du Maghreb et autres, parce qu'ils étaient chrétiens à un moment, avant de devenir musulmans, avant les invasions arabes. Donc ouais, ça me fait doucement rire, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais oui, le fait de rentrer dans les églises en tant que juif, c'est compliqué quoi, pour les juifs. Et après, petit à petit, je découvre l'islam, et là je me dis, attends, il y a Mohamed, il y a Jésus, il y a Moïse. Magnifique. On a les trois. C'est bon. Pour être musulman, il faut reconnaître la Torah. Pour être musulman, il faut reconnaître l'évangile. Et pour être musulman, il faut reconnaître le Coran. Cette idée me plaît bien, déjà intellectuellement. Et après, j'ai découvert l'islam, et c'est dans l'islam que j'ai trouvé cette quiétude que je cherchais ailleurs, en fait. Cette paix de l'âme. C'est vraiment dans l'islam que j'ai trouvé à l'époque. Mais cette quiétude, justement, cette paix de l'âme, tu la trouves comment? Je la trouve dans la pratique, je la trouve dans les mosquées, je la trouve dans les discussions. Il y a un truc qui se passe dans mon cœur, un canal qui s'ouvre et qui ressent tout de manière très forte. Je sentais que c'était mon destin d'aller vers ça. J'étais appelé. En fait, on rationalise, mais on ne choisit pas réellement, on est choisi. En faisant une prière à un moment donné aussi? Ouais. Tu veux que je te raconte ça? Je découvre déjà le livre de Diams, faut le dire. Et je vois, là, avec le livre de Diams, mon cerveau se décroche, puisque elle a tout ce que l'occidental rêve, la gloire, l'argent, elle est adulée. Le rêve occidental, l'argent, la gloire, t'es adulé, t'es une star, tout le monde t'aime, mais elle est pas bien. Elle va en hôpital psychiatrique. Et personne ne la comprend. Elle se comprend pas. Et elle découvre la paix dans la religion, dans l'islam notamment. Elle aurait pu découvrir la paix dans le christianisme, hein, pourquoi pas, mais c'est dans l'islam qu'elle le découvre. Et sa vie change du tout au tout. Et en lisant ça, ça me questionne. Et puis, de fil en aiguille, j'ai envie de découvrir, je me sens appelé. Et la première prière, ouais, j'ai beaucoup pleuré, beaucoup de larmes, beaucoup de demandes de pardon. Et je sens qu'il y a une connexion à Dieu, très fort. Là, je sens qu'il se passe un truc. Dès le lendemain, je change. Il y a un switch qui opère. Mais justement, quelques temps auparavant, tu étais au mur des lamentations. Ouais, à et 17 tu ans. avais laissé 2 mots. Ouais, guidez-moi. J'étais perdu. Je me sentais perdu. Tu penses que t'es israélien, t'arrives, en fait, non, t'es français. Mais t'es pas vraiment français, tu sais pas. T'es tunisien, mais t'es pas vraiment tunisien. J'ai pas d'école. Je sais pas ce que je vais devenir. Parce que quand j'étais là-bas, à ce moment-là, à 17 ans, j'avais pas de cours. 16h30, 17 ans, ouais. J'ai pas d'école. Je sais pas ce que je vais faire. Et je mets un papier dans le mur et je dis juste guidez-moi. Tu t'adressais à Dieu ou tu À Dieu, t'adressais bah oui. à... À Dieu. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Allez, À Dieu. qui entendra cette parole? Je Qui me m'adresse à guide? Dieu. Je me dis, je suis devant le mur de lamentation, Dieu va m'écouter, pam, je mets le mot Donc dans le tu mur. croyais en Dieu, là? Je croyais en Dieu, ouais, mais je croyais en Dieu, mais je sais pas si tout ça c'est vrai, si la Torah c'est vrai. Il y a un Dieu, mais je sais pas qui il est, quoi. Ça me fait penser à un verset que je trouve magnifique, mais vraiment magnifique. Il y a plein de versets sont sublimes. Et là, c'est Dieu qui dit je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, et qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi. Ouais, c'est Donc ça. là, il a répondu. Il a répondu, ouais. Et il n'a pas dit je réponds aux musulmans qui me prient Oui, quand ils me prient, je réponds aux juifs qui me prient quand ils me prient. Non, je réponds à celui qui me prie, peu importe qui il est, C'est ça. d'où il vient, Dieu est là, il répond aux appels. Mais beaucoup de gens cherchent la religion, ne cherchent pas Dieu. Parce ce qui m'importait, c'était Dieu au-delà de la religion. Même aujourd'hui, la religion est moins importante que Dieu. La religion, c'est un moyen, c'est pas une fin. La fin, c'est Dieu. Donc la religion, c'est un chemin vers Dieu. Mais que quelqu'un d'autre prenne un autre chemin, why not, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour moi, Dieu, il est partout. Dieu, il est partout. Dieu, il n'est pas musulman. Ils vont me dire, oui, c'est la dernière révélation, je ne le comprends pas comme ça. J'ai d'autres traductions
Là, je ne suis pas dans l'orthodoxie classique. Je pense que Dieu est partout et que tu peux même trouver Dieu dans le désert, en priant, même en marchant, que c'est pas juste en allant à la mosquée. Certains sont amoureux du culte, pour le culte. Certains sont amoureux des codes religieux, ça les rassure. Donc on met une barbe, on met une djellaba, ça nous rassure. C'est aussi voilà, c'est des codes, c'est très bien, et c'est bien que ça existe. Mais Dieu est au-delà de ça. Dieu n'est pas musulman. Dieu n'est pas humain. Dieu n'est pas juif. Dieu n'est pas chrétien. Après, pour avoir une relation avec lui, il faut un canal. Le canal peut s'appeler islam. Dieu regarde ce qui se passe dans nos cœurs. Exactement. Avant exactement. tout, n'est-ce Exactement. pas? Exactement. Et pas ce qui se passe dans notre tête, dans notre mental, Exactement. dans notre tenue vestimentaire, Exactement. forcément. C'est ce qu'il y a dans notre cœur. Et donc, tu le résumes très bien, finalement. Donc là, tu découvres l'islam, tu fais ton cheminement. Trop de signes, les certitudes, un appel du cœur et de la raison. Et à un moment, je voulais y aller, je sentais qu'il y avait un changement et qu'il fallait que je saute le pas, tout simplement. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est tout de suite, tu as vu des grands changements s'opérer en toi. Oui, c'est ça, je m'apaise, mon comportement change, les rencontres changent, ma vie change. Quand c'est ça, ce qu'il y a des signes, c'est que c'est fait pour toi. C'était clair qu'il y avait un truc qui m'appelait, qui était plus fort que moi. J'ai été choisi. Comment je l'explique? Je peux l'expliquer. Mais en fait, t'es choisi par... Ma sœur, quand elle a été en Israël, elle m'a dit, je me sentais appelé. Je sentais que c'était pour moi. C'était plus fort que moi. En fait, c'est plus fort que nous. Ce que j'essaie d'expliquer à ma mère, tout n'est pas rationnel. En fait, rien n'est rationnel. Non, rien n'est... Bah non, c'est Rien n'est rationnel. au-delà. Il y a un philosophe qui disait, si on donnait une conscience au lion, il irait manger le zèbre et il dirait, oh ben si j'ai mangé le zèbre, c'est parce que il m'a mal regardé, c'est parce que c'est parce qu'il est venu sur mon territoire. L'homme fait son histoire, mais il ignore l'histoire qu'il fait. Le lion connaît même pas ses motivations profondes, nous aussi on connaît pas. On est appelé par. On n'est pas omniscient, on n'a pas la science infuse. Donc forcément, c'est au-delà de notre simple petite compréhension humaine. Ça se passe à un autre niveau. Et toi, tu as été appelé. C'est ça, je t'ai appelé. J'étais appelé et ça a changé ma vie. Sans l'islam, j'aurais pas fait Élève ta voix. Parce qu'Élève ta voix est lié à mon beau-frère qui m'a amené faire Élève ta voix. Sans l'islam, j'aurais pas fait toutes ces rencontres. Au-delà du côté religieux. Au-delà du côté religieux, j'aurais pas fait toutes ces rencontres. J'aurais pas été devant toi aujourd'hui. J'aurais pas écrit ce livre. C'était mon destin. Et d'autres ont un destin ailleurs. Et tant mieux. Moi, je critique pas celui qui va se convertir au christianisme ou au judaïsme ou au bouddhisme. Déjà, je m'en fous. Et puis, j'essaie de le comprendre. Puis, je déteste cette idée de paradis privatisé. Il y a Pascal qui disait l'enfer, c'est les autres. Et moi, j'ai rajouté, normal, le paradis a été privatisé par les nôtres. Voilà, c'est la deuxième phrase. Non, c'est Pascal qui a dit ça, l'enfer, c'est les autres. Non, c'est Sartre, pardon. Sartre qui a dit ça. L'enfer, c'est les autres. Et moi, je rajoute, normal, le paradis a été privatisé par les nôtres. C'est une volonté divine qui est de la diversité. Il vous a créé entre peuples et entre tribus pour que vous entreconnaissiez. Rivalisez dans les bonnes œuvres, nous vous ramenons à vous et on vous informera sur ce que vous ignorez. C'est un verset. C'est une volonté divine. Donc c'est très bien qu'il y ait de la diversité. Moi, je veux pas que la France devienne musulmane. Hein. Ouais, voilà, qu'elle Simplement. renoue avec elle-même et qu'elle assume. C'est ça, qu'elle assume son héritage catholique. Réellement. C'est ça. Parce qu'elle reproche aux autres de la détester. Ouais. Mais si tu te détestes toi-même, comment veux-tu qu'on t'aime? La haine de la France, elle est enseignée par l'esprit Charlie. C'est l'esprit Charlie, c'est la haine de la France. C'est ça, mais oui. Quand tu moques le christianisme tout le temps, la figure de Jésus, quand tu vois l'exposition Piste Christ t'as Jésus dans une flaque de piste, il n'y a plus de tabou, on peut tout critiquer. Bah, tu critiques le sacré, l'anthropologie française, ne t'étonne pas que des gens détestent la France. Et tous ces gens de gauche qui ont contribué à cette destruction-là, aujourd'hui, parce que c'est l'intérêt du moment, vont à CNews, deviennent de droite pour dire « Oh là, les gens détestent la France, oh la France… » Mais vous avez contribué à cette destruction, vous aussi. Michel Onfray, le philosophe, il a passé sa vie à détruire le catholicisme. Et il se plaint maintenant qu'il y a des problèmes en France. Mais tu as été un contributeur de ça, tu as été un artisan. C'était un artisan. Ils crachaient tous sur Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, ils sont tous proches de Le Pen et c'est Mélenchon le monstre. Tous. Ils me font rire, moi. Hypocrisie. J'aimerais leur dire en face à ça. Moi, j'aimerais leur parler comme ça, les yeux dans les yeux, leur dire en face. Julien Drey, SOS Racisme. Quand, à un moment donné, il y a eu la marche des beurs, c'était social, enfin, il y a une marche pour l'égalité, pas avant la marche des beurs, pardon, ils ont détourné ça en lutte raciale ethnique. Donc, touche pas à mon pote, c'était fait depuis l'Élysée, avec Mitterrand. Donc, ils ont voulu, comme on dit, au lieu de verticaliser la lutte, c'est nous le prolétariat contre le capital, on a horizontalisé les luttes. C'est nous les Arabes contre les Blancs racistes. Et c'est Mitterrand qui fait exister Le Pen. Le Pen n'existe pas sans Mitterrand. Qui l'invite, qui dit de l'inviter. Donc il y a toute une stratégie derrière. Et tous ces gens qui ont contribué à ça, les Julien Drey et tout, maintenant ils vont sur CNews et ils sont tous d'extrême droite maintenant. Ça y est. Le vent tourne, ils tournent avec le vent.
Comme Mitterrand, avec la francisque et autres, bon, c'est un autre sujet, ils tournent tous avec le vent. C'est pour ça que moi, j'aime moins la gauche. Je préfère quelqu'un de... Honnêtement, hein, je le dis devant tout le monde, je préfère parler avec quelqu'un qui m'aime pas d'extrême droite. T'as le droit de pas m'aimer, même pas. Que quelqu'un qui me caresse dans le dos, on va te construire des mosquées, tu vas faire Talawir sous la tour Eiffel. Hein. Et ces gens de gauche-là, quand tu t'émancipes, ils aiment pas. Quand tu t'émancipes, ils aiment bien tant qu'il y a un rapport colonisé. Tant que tu restes dans la plantation. Le mec de droite, il te regarde et dit « Moi, je t'aime pas. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. On travaille ensemble. Je veux pas que tu m'aimes. » J'en ai marre de quémander le respect. On veut rentrer en boîte de nuit. On veut des postes. Est-ce que les Asiatiques, ils font ça? Pardon, je m'emporte un peu. Est-ce que les Asiatiques, ils quémandent des postes? On veut être... Arrête de pleurer. Tu veux un truc, crée ta boîte de nuit. Pourquoi tu veux que les gens t'aiment? Moi, je comprends que les gens, ils m'aiment pas. Je comprends que les gens n'aiment pas l'islam en France. Je comprends que les gens n'aiment pas le judaïsme. Et alors, pourquoi tu veux que les gens t'aiment? On veut être en boîte de nuit, le racisme, on est tous ensemble. Non. Ne m'aime pas, mais respecte-moi. Comment tu te respectes? Impose-toi économiquement. Venez, on arrête de parler de trucs et on lit, on dit à nos enfants de lire. On crée des trucs économiquement. Les Asiatiques, ils ne demandent pas des postes. Hein. Ils ne veulent pas passer au journal de télé. Ils ne veulent pas rentrer en boîte de nuit. Ils ne demandent pas ça, les Asiatiques. Ils ont une stratégie. La communauté juive a une stratégie. Là, on se plaint toujours. Sois raciste. T'as le droit de pas m'aimer. T'as le droit. Mais tu vas me respecter si intellectuellement je suis là. Pourquoi on respecte les juifs? Parce qu'ils sont trop forts. Mais ils sont trop forts. Intellectuellement. Tu blagues pas avec eux. La communauté asiatique, c'est pareil. La communauté musulmane. Et t'as la gauche pour dire allez, venez, on va faire des revendications. Vous voulez des mosquées? Arrête avec les mosquées. Je m'en fiche des mosquées. Moi, je m'en fiche, perso. Je préfère qu'on s'éduque, qu'on se cultive, qu'on devienne fort. Après, ça arrivera. C'est important qu'il y ait des mosquées. Là, je m'enflamme un peu. Mais c'est le côté paternaliste de la gauche qui garde ce réflexe colonial on va vous caresser dans le sens du poil. On va vous dire ce que vous voulez entendre. Hein. Vous voulez un peu plus de diversité, donc on te met un arabe et un noir ici et là, et on est content. Voilà. Il y a des arabes et des noirs à la télé, on est représentatif. Moi, je m'en fous. Je veux pas, moi. Je veux qu'on ne m'aime pas. Voilà. Mais on va me respecter. Voilà. Et c'est ce qu'ont obtenu les juifs. On les aimait pas. Ils sont fait respecter. Tant mieux. Tu prends les gays. Il y a quelque temps, ils rasaient les murs. Ils sont fait respecter. Bravo à eux. Bravo. Ils sont fait respecter leurs droits. Ils ont fait respecter ce qu'ils sont, leurs revendications. Bravo. Moi, je les salue. Donc voilà, c'est juste qu'on arrête de quémander, de pleurnicher. En attendant de l'autre quelque chose. Il y a une clientèle électorale pour eux. Mélenchon, il disait des trucs de fou sur le voile il n'y a pas longtemps. Il disait c'est des chauves-souris, le voile, il disait des trucs de dingue, Mélenchon. Pourquoi? Parce que c'est un laïc franc-maçon, à la base. 37 ans, je crois, sénateur PS, un truc comme ça, on vérifiera. Et il y a une clientèle électorale, ils disent des choses très intéressantes sur la Palestine et autres, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est pas mon dada. Moi, j'étais avec les Gilets jaunes, moi. Voilà, la France profonde, j'aime bien. Populaire, France profonde. Non, intellectuellement, je suis pas du tout comme eux. Je suis pas du même terreau, en fait. Parce que même quand j'étais chez les Gilets jaunes la première fois, j'ai appelé mon pote, je fais viens vite, je suis avec les Vikings. Quand tu étais dans les premiers, tu vois vraiment la France des Vikings, des bouchers. C'est pas le français du tertiaire qui travaille dans les bureaux. Hein. Là, j'ai appelé mon pote, je dis je me sens mal, là, viens, ça me ressemble pas. Mais je soutiens cette France-là aussi. Là, je les comprends. France populaire, rurale, je comprends. Et je comprends pourquoi ils votent à droite. Et je comprends pourquoi ils votent extrême droite. Et je les condamne pas. Et je comprends les gens qui votent à gauche et extrême gauche, ça me dérange pas. Et moi, je peux discuter avec ces gens-là. Je peux discuter, ça me dérange pas de discuter. C'est la quête inaboutie, bah oui, je suis perché. C'est pour ça que quand les gens disent Machallah, tu t'es converti, je vais arrêter de dire Machallah, tu sais pas qui je suis. J'ai du mal à déjà être à marcher droit. Commence pas à me dire Machallah, rien, il n'y a pas de Machallah ou machin. Ne t'excite pas. Reste calme. Ouais, non, reste calme, ça va pas. Ouais, je suis un être humain, bah oui, je suis pire que toi peut-être. Mais c'est un cheminement. Je suis hyper imparfait. Et je suis pas la caricature. J'aurais pu l'être, hein, mais je les respecte. J'ai pas été étudié à Médine et je reviens pas avec une barbe et un djellaba et je suis dans les études. Non, je suis simple, j'écoute de la musique, je fais la vie, je mange, je dors, je sors, je fais ce que je peux avec ce que je suis. Dans la religion, on a tous essayé d'atteindre cet idéal et on s'est tous fait du mal. Parce qu'il n'y a pas d'éducateur spirituel. Donc il y a un idéal. On voit un idéal en se disant je dois être comme ça, on va lire des textes et on voit qu'on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Donc ce qui compte, c'est de relationner avec son imperfection, justement. Et de se dire qu'elle n'est pas de ce monde. Mais on essaie tous, à un moment donné, d'être le saint des saints, quoi. Mais souvent, qui fait l'ange fait la bête. Et là, c'est Pascal qui le dit, pour le coup. Un excès de zèle, c'est une bonne intention. On va être bien. On va aller au plus haut niveau du paradis. Et l'histoire de l'humanité commence avec la chute. Puisque Adam avait tout. Et il a chuté. Il a été où, Adam? Là où c'était interdit. Donc l'histoire de l'humanité commence avec la transgression et avec le désir.
C'est ça, c'est le désir. Le désir de quoi? Le désir d'infinité. Adam veut s'expandre à l'infini en allant là où c'est interdit. Donc ça commence comme ça. L'histoire de l'humanité commence avec la chute déjà. Si je pouvais mettre des coups de pied dans la fourmilière, je le ferais. L'hypocrisie sur la sexualité, sur les musulmans, tout ce que j'ai pu entendre. Tout ce qui se passe au Moyen-Orient, au Maghreb, j'ai beaucoup étudié le sujet. Beaucoup étudié, c'est un grand mot, mais j'ai parlé avec beaucoup de monde là-dessus. Je vois les souffrances qu'il y a en privé. Je vois comment c'est les souffrances, les dichotomies, le faux semblant. Tout le monde sait, mais personne ne dit rien. Tout le monde laisse les gens livrer à leur propre sort. Tu vois des frustrations terribles. Des gens en Égypte qui n'arrivent pas à se marier parce que la dot est trop élevée. Donc tu vas avoir des hordes d'harceleurs dans la rue parce qu'il y a des frustrations et c'est hyper humain. Et avant, les Arabes étaient à la pointe sur ce sujet-là. Au Moyen-Âge, ils étaient vus comme libertins même. Puis aujourd'hui, on n'en parle pas. Mais on n'en parle pas, mais donc tout est dans le privé. J'ai travaillé avec une thérapeute, j'ai fait son stage, sa formation, qui travaillait pour les traumatisés de la sexualité au Maroc. Elle me racontait des trucs. Et il n'y a que de la souffrance derrière ça. Qu'il y ait des tabous, c'est normal, parce qu'en Occident, on est à l'extrême opposé. Alors là, on est sur une pente glissante. C'est l'équilibre qu'il faut trouver, mais il faut en parler. Et tu vois, ce truc-là de sainteté amène le diable, parce que la recherche de la pureté amène ce qu'il y a de pire en nous. Qu'est-ce qu'on appelle la purification ethnique? C'est la recherche d'une pureté. Quand tu es sioniste, à fond, carabiné, tu crois que la Palestine t'appartient, au nom d'un idéal pur qui n'existe pas. Tu arrives sur place, il y a des Palestiniens, ils contreviennent nos récits. Qu'est-ce que tu fais? Tu les élimines. Les nazis, avec leur histoire de race pure, qu'est-ce qu'ils font quand ils se rendent compte qu'il y a des races impures selon leur dogme? Ils les éliminent. Les communistes, avec leur histoire de classe sociale, ils éliminent le reste. Celui qui cherche la pureté va finir par purifier. Et c'est pareil pour les religieux musulmans et autres. Ceux qui ont voulu un monde pur sans mécréants ou autres, ils ont fini par tuer tout le monde. On ne peut pas. Il y aura toujours du mal à la marge. D'ailleurs, la prostitution n'a jamais été éliminée dans aucune société quasiment. Saint-Louis a essayé, personne n'y arrive. À la marge, le mal existe toujours. Et la sagesse, c'est d'accepter qu'à la marge, le mal existe pour qu'une société fonctionne correctement. J'aimerais qu'on parle des choses, même si on garde une morale et des principes, etc., mais qu'on puisse discuter des choses. J'aime pas ce faux semblant. C'est pour ça que quand on dit Machallah, le frère, je dis non, arrête avec ça. Il y a pas de, on est des êtres humains, on fait ce qu'on peut, on a des parts sombres, des parts de lumière, l'une se nourrit de l'autre et c'est très complexe. On a une part d'humanité, mais on a une part d'animalité aussi. Et renier sa part d'animalité, c'est la renforcer. Tu renforces ce que tu veux supprimer. Tu es contrôlé par ce que tu veux contrôler. Quelqu'un qui veut contrôler son envie de chocolat est contrôlé par le chocolat. Quand tu dis à quelqu'un fais un régime et tu le frustres, ça devient un monstre après. Il finit avec le Nutella, la crêpe, il n'en peut plus. On a besoin d'équilibre. Je crois plus de la même manière qu'au début. Je suis moins dans l'orthodoxie. Il y a des choses sur lesquelles j'adhérais au début. Aujourd'hui, j'adhère moins. Et tant mieux. Parce que la réponse qu'on trouve n'épuise pas la question qu'on se pose. La question qu'on se pose demeure. Par exemple, à la question « Qui es-tu ?» Tu vas répondre, mais la question reste quand même. Tu te poses toujours la question « Qui tu es ?» La question « Qui est Dieu ? Qu'est-ce qu'il veut ?» Tu trouves des réponses, mais la question demeure encore. Donc je me questionne encore. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de rester juste. La spiritualité, le lien avec Dieu, l'unique. Purifier son cœur. C'est ça qui est le plus beau et qui est le plus important. Le reste, après, c'est du détail. Donc aujourd'hui, es-tu en paix? Non. Professionnellement, oui, j'ai trouvé ma voie. Donc je suis en paix avec ça. Mais le reste, il y a encore plein de conflits internes, plein de questionnements, plein de doutes. Mais si j'étais en paix, j'aurais peut-être pas écrit, j'aurais peut-être pas fait de slam. Si j'étais en paix, j'aurais pas fait de livre. Si j'étais en paix, j'aurais peut-être pas fait de thérapie. Si j'étais en paix, j'aurais peut-être pas fait Élève ta voix. C'est parce que je suis pas en paix que je fais tout ça aujourd'hui. Parce que là, tu vas être beaucoup de personnes aujourd'hui à oser prendre la parole, à s'exprimer en public, à prendre leur voix, en fait, finalement, leur place. Exactement, c'est ce que je fais avec Élève ta voix et je vais même à Cannes là dans 2 jours. Je fais ça partout en France, même au-delà. On a été en Belgique, à Casablanca, à Marrakech. On est 2 à Élève ta voix, moi et mon beau-frère Sofiane. Tu es très présent sur les réseaux sociaux. Ouais, grave. Tu écris beaucoup. Ouais, j'écris, ouais. Penser la condition humaine. Quand j'ai fait mon livre, je me suis dit comment le promouvoir. Et je vais le promouvoir en faisant des photos qui prolongent les thématiques du livre. Et j'aime bien les séries. Donc j'ai fait une série qui s'appelle Penser la condition humaine, jusqu'à 20 publications, avec des très belles photos faites par mon pote l'Instable Photographie Jean-Michel. Il m'a amené dans le quartier de mon enfance, on a fait des photos très conceptualisées, et j'ai écrit sur la condition humaine en prolongeant les thèmes de mon livre. Et avant chaque publication, au début de chaque publication, je prolonge les réflexions faites dans mon livre Fils d'Abraham, la quête inaboutie d'un juif devenu musulman, disponible là-bas, nanana, pour le promouvoir. C'est une manière de continuer à le promouvoir.
Tu écris très bien. C'est vrai vraiment une très belle plume. Ah, merci beaucoup. C'est plein de réflexions très puissantes, encore une fois, Ouais. et qui demandent énormément d'introspection. Ouais, Mais tu es étant hypersensible, c'est pas... ouais, c'est pas complexe pour moi. Ouais, voilà, et puis c'est pas étonnant non plus Merci. de voir ça, que tu prolonges ce texte. Mhm. Alors moi, mon opinion sur ton livre, que je l'ai dit un petit peu au départ, c'est que je trouve bouleversant, courageux. Tu ouvres des portes blindées, tu oses prendre position, et je trouve aussi que c'est un livre qui rend hommage à toutes les personnes que tu as rencontrées, mais surtout à ta famille. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'amour envers ta famille. Ça me touche parce que je me suis dit peut-être que je suis un peu dur, peut-être que ce livre, il va pas leur plaire, mais je suis content que tu aies ressenti ça. Tu parles de ta mère qui a beaucoup veillé sur toi. Des bons moments avec mon père aussi en sortie, les matchs de foot. Voilà. Ouais. Ouais, c'est quand même de très 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 bons moments que tu nous livres, et surtout beaucoup d'amour à tes parents. Moi, je trouve que c'est vraiment un bel hommage pour eux. Merci. Tu aurais un message à faire passer à ta famille là aujourd'hui? Un message à faire passer, le message, c'est n'essayez pas, ça sert à rien de vouloir me changer, mais vaut lâcher prise. Je suis toujours le même. Je rigole toujours de la même manière. C'est toujours la même chose. C'est juste que j'ai une famille qui n'est pas juive. Je comprends que ce soit dur, mais l'islam, c'est un pan de mon identité. C'est une croyance, mais je suis au-delà de la religion. Donc voilà, lâcher prise par rapport à ça. Ça sert à rien de paraître politique avec moi. Ça sert à rien de vouloir m'apprendre des choses. Je pense que la paix, elle est ailleurs. Parce qu'ils s'acharnent parfois à vouloir me faire changer d'avis. Pas tous, hein. Ça sert à rien. Autant lâcher prise, accepter qu'il y ait des différences et faire avec. Plutôt que de s'agripper à une autre idée, une autre conception. Je suis juif et je dois être juif comme tout le monde. Ça sert à rien. En fait, c'est ce que tu dis, de toute façon, nulle contrainte aussi. Ah oui, On oui. dit en religion, on ne peut pas forcer les gens à être ce qu'ils ne sont pas. Et puis si quelqu'un veut croire en autre chose, Dieu a donné la liberté. Si quelqu'un qui veut croire que Bouddha c'est ceci, que juif, que Dieu a ouvert la mer. Et après. Demain, ma fille, elle croit à ce qu'elle veut, et après, c'est ma fille. Au-delà de ses croyances, et au-delà, moi, c'est... Les gens, ils veulent faire le bonheur des gens contre leur gré, tu sais. Ils veulent les obliger à rentrer au paradis, quitte à leur faire vivre un enfer. Puis c'est une réflexion, la vie. C'est des fois, tu trouves l'appel là, des fois, tu te trompes, des fois, tu chemines, des fois, tu reviens en arrière, c'est ça. Des fois, tu es dans un délire, tu pars, tu t'arrêtes. C'est une quête, la vie. Donc, chacun est en quête. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre l'autre. Parce que plus je veux faire changer quelqu'un, plus je renforce sa position. Il n'y a pas pire. Toi, tu crois en quelque chose, c'est important. Je dis que c'est horrible, que c'est nul, que tu te trompes. Ça va te mettre sur la défensive. Au contraire. Accepter la parole de l'autre. Accepter ce qu'il est, son délire du moment, tant qu'il ne se fait pas de mal. Qu'il ne fait pas de mal aux autres. Ça peut faire de la peine, mais ça ne change rien de... Ça m'a pas... Enfin, la peine de mes parents ne m'a pas changé. C'était comme ça. Quelqu'un qui est... C'est un peu... Pardon, la comparaison n'est pas raison, mais... Quelqu'un qui est homosexuel. Il est homosexuel. On ne changera pas. C'est comme ça, c'est en lui. On va pas changer les gens. Qu'est-ce que tu veux faire? On fait à partir de cette réalité-là. Et c'est mon fils. Peu importe ses choix, peu importe ce qu'il fait, moi je t'aime pour ce que tu es, au-delà de ce que tu fais. Parce qu'au-delà de l'islam, je suis quelqu'un. Il n'y a plus l'islam, je reste Cyril. Il n'y a plus le judaïsme, je reste Cyril. Merci à toi, Cyril, pour cet entretien. C'est un plaisir. Tu veux que Oui, Après oui. Ok, c'est un plaisir pour moi. Photo à montrer, j'ai les photos de mon enfance aussi, toute la famille réunie, Donc là, c'est tes parents, ta sœur jumelle. et moi, et mon grand frère. Et qu'est-ce qu'elle évoque pour toi, cette photo? Ouais, c'est un bon moment où il n'y avait pas tous ces trucs de sionisme, d'islam, de judaïsme, de conflit israélo-palestinien. On s'en foutait de tout ça. On faisait Noël, on mangeait dehors, pas cachère. Et c'était une meilleure époque pour moi, tu vois. Vraiment, elle me manque cette époque. Allô, ma fille, que la justice soit ta boussole. Mieux vaut être seul que vendre tes principes et ta peau pour suivre le troupeau. Tu sais, à la messe cathodique, on suit les pasteurs médiatiques, à genoux devant les vérités politiques. Apostat est celui qui critique. On ne va pas débattre, mais le monde est un grand théâtre où ceux qui financent le mal prétendent le combattre. Défends toujours la veuve et l'orphelin, ceux qui n'ont rien à portée de main, même dans la tourmente restent humains. Et partage ton pain avec celui qui est dans le déclin et qu'on regarde avec dédain. L'amour d'une cause, d'un pays, ne doit pas t'amener à détester autrui. Les nations, les religions ne doivent pas faire de toi un mouton parmi la population. Certains ont même privatisé les cieux et se pensent exclusivement aimés de Dieu. Regarde-moi dans les yeux,
L'homme est plus sacré que les livres et la terre, tant d'idées qui alimentent les guerres. Apprends à ne pas te taire et à chercher la vérité au-delà des ornières communautaires. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, je resterai avec toi. Peu importe en quoi tu crois, range-toi avec celui qui n'a pas de toi. Ceux qui n'ont pas d'estime, pas de centime et ne défendent jamais le crime, peu importe qui le commet, nommez jamais les déracinés, les oubliés, les miséreux à la recherche du miséricordieux, ceux qu'on veut gommer et qu'on oublie de nommer. Garde ton esprit critique, construis tes repères. Un jour, je l'espère, tu contrediras ton père. Je ne veux pas que tu suives aveuglément les récits dominants, mais que tu défendes les innocents que certains tuent en riant du sang qui coule abondamment. Tu n'es qu'un enfant, mais j'aime croire que du bout de ta voix ou de ton stylo, tu rendras ce monde plus beau, ne serait-ce qu'avec quelques mots. Magnifique série. Merci beaucoup. Merci. Ça va, t'es ému?